Donc, au programme, dans ce webinaire, on va parler de la micro-entreprise. Pour savoir si ça correspond à votre projet, je vais vous réexpliquer très brièvement les avantages de la micro-entreprise et les inconvénients, aussi les limites de la micro-entreprise et comment, d'une certaine façon, les contourner. On parlera ensuite des EIRL, URL, SASU, n'ayez pas peur, c'est beaucoup plus simple que ça n'en a l'air, je vais tout vous expliquer. On traitera le cas particulier des créateurs d'entreprises qui sont inscrits au Pôle emploi. Vous êtes nombreux dans ce cas-là, donc pour vous, il y a une solution qui est spécifique. Et puis, on abordera aussi le sujet du portage salarial qui peut être une solution pour certains d'entre vous lors de la création de votre entreprise. Donc, on démarre tout de suite avec le statut de la micro-entreprise, auto-entrepreneur, hein, c'est la même chose. Micro-entreprise, c'est le nouveau nom. Eh bien, ce statut, il présente 5 avantages importants qui sont des avantages. Alors, il y en a. Le premier, c'est le plus connu, c'est la rapidité de création de l'entreprise, la micro-entreprise. En une journée, c'est fait. Vous pouvez avoir créé votre micro-entreprise d'ici la fin de la journée. La simplicité de gestion, notamment parce qu'il n'y a pas de comptabilité. Et puis surtout, la micro-entreprise, c'est réputé être moins cher. Alors, je vais vous montrer en quoi c'est moins cher. Vous allez voir, en effet, c'est moins cher, mais on verra ensuite aussi dans quel cas c'est beaucoup plus cher que d'autres solutions. Donc, je vous disais 5 fois moins cher la micro-entreprise, d'abord parce qu'il n'y a pas de coût de création et pas de coût de fermeture. Ensuite, parce que les charges sociales, les cotisations sociales sont calculées sur le chiffre d'affaires, sur ce que vous facturez à vos clients, donc 22% pour les prestataires de services et 12,8% si vous êtes commerçant, si vous achetez et vous vendez des marchandises. Pas cher non plus en termes d'impôt sur le revenu. Si vous activez l'option versement fiscal libératoire, votre impôt sur le revenu, il est limité à 2,2% de votre chiffre d'affaires. 1% si vous êtes commerçant. Il y a une contrainte, c'est qu'il faut que votre revenu fiscal de référence d'il y a 2 ans soit inférieur à 26 818 € si vous êtes célibataire, le double si vous êtes en couple, si vous êtes à 2, donc si vous avez un conjoint. Donc, tant que vous ne dépassez pas comme revenu fiscal le chiffre que vous avez là sous les yeux, eh bien, vous pouvez activer cette option d'impôt sur le revenu qui permet de limiter à 2,2% le chiffre d'affaires. Donc, c'est très, très faible. Évidemment, vous n'avez pas à l'activer si vous êtes non imposable. Pas cher, 4e volet, parce qu'il n'y a pas de comptabilité, donc il n'y a pas de coût comptable. C'est évident. Encore faut-il le noter. Pardon. Et puis pas cher parce qu'il n'y a pas de TVA à facturer. Alors la TVA, c'est particulièrement intéressant de ne pas facturer de TVA. Si vos clients sont des particuliers, on va en reparler. Les limites de la micro-entreprise, ce dont on parle moins souvent, eh bien, la première, bien qu'elle soit maintenant à peu près connue de tous, c'est que le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser un certain montant pour pouvoir rester dans le régime de la micro-entreprise. Si vous êtes commerçant, vous ne devez pas dépasser 176 200 € de chiffre d'affaires de vente par an. Et si vous êtes prestataire de service, vous ne devez pas dépasser 72 500 € de facturation par an. Si vous dépassez ces plafonds, ben vous êtes obligé de créer une entreprise, de changer de statut. La deuxième limite, c'est que ce statut de micro-entreprise, il est coûteux si votre revenu annuel professionnel, si ce que vous facturez, dépasse votre besoin financier personnel pour vivre. Alors ça, c'est très important, parce que ça, peu de gens en parlent, et pourtant, on retrouve moi j'ai rencontré plusieurs micro-entrepreneurs qui sont vraiment étranglés financièrement par le régime de la micro-entreprise. Vous allez comprendre pourquoi. On prend un exemple très simple. Vous facturez 72 000 € de chiffre d'affaires en tant que prestataire de service. Vous payez 22% de cotisation sociale, ce qui représente 15 840 €, et vous allez payer en impôt sur le revenu, comme vous êtes au-dessus du plafond du versement fiscal libératoire, vous n'avez pas droit aux 2,2%. Vous allez payer votre impôt sur le revenu. Si vous êtes célibataire, 8 718 €. Donc au total, vous payez 24 558 € de cotisation et d'impôt sur le revenu.
Et si votre besoin pour vivre, c'est 2 000 € par mois, votre besoin annuel, 24 000 €, vous voyez que vous payez plus en cotisation et en impôt sur le revenu que vous ne prenez en rémunération. 24 558 € de cotisation sociale et d'impôt sur le revenu, alors que votre besoin pour vivre, c'est 24 000 €. Donc vous voyez que dans ce cas-là, qui est pour finir un cas assez fréquent, eh bien, vous trouvez des micro-entrepreneurs qui se retrouvent vraiment étranglés par les cotisations sociales et par le chiffre d'affaires parce que leurs affaires marchent bien et qu'ils payent des cotisations sociales, ils payent de l'impôt sur le revenu, sur de l'argent dont ils n'ont pas besoin pour vivre. D'accord? Donc, comprenez bien que le statut, la micro-entreprise, ça peut devenir un piège si vous êtes en dynamique de réussite et si vous, tout en restant sous les plafonds de la micro-entreprise, vous approchez ces plafonds, vous allez payer véritablement beaucoup de cotisations sociales et beaucoup d'impôts sur le revenu. Ça, c'est très important. Il faut le savoir parce que personne n'en parle. On a trop tendance à parler des avantages. Et c'est vrai qu'il y a des avantages, mais on doit parler aussi des limites du régime et il faut les contourner. Je vais vous montrer comment. Les limites de la micro-entreprise, troisième limite, c'est la TVA. Je vous en parlais il y a quelques minutes. La TVA, si vous franchissez, ça aussi, peu de gens le savent, si vous franchissez la moitié du plafond de la micro-entreprise, donc les chiffres qu'on a vus tout à l'heure, 74 000 € pour les prestataires de services et 172 000 pour les commerçants, eh bien, avant même d'atteindre ce plafond qui vous fait sortir du régime de la micro, si vous dépassez la moitié de ces seuils, vous allez devoir facturer de la TVA à vos clients. Donc, dans les services, à partir du moment où vous dépassez 34 400 € de chiffre d'affaires facturé depuis le 1er janvier, 84 800 si vous êtes commerçant, vous êtes obligé de facturer la TVA à vos clients. Donc, c'est ce qu'on appelle le régime de la franchise en base de TVA. Et bien, ça veut dire qu'en étant micro-entrepreneur, vous pouvez devoir facturer la TVA. Donc, c'est important de le savoir. Vous avez, sachez-le, petite astuce pour ceux qui ont une activité de micro-entreprise qui est B2B, c'est-à-dire dont les clients sont des entreprises. Vous avez la possibilité, là au contraire, d'opter pour la TVA dès le premier euro de facturation, ce qui vous permet de récupérer la TVA sur les dépenses que vous facturez. Très peu de gens le savent, mais la micro-entreprise, elle peut, dès le premier euro de facturation, dès le jour de sa naissance, décider au contraire d'opter pour la TVA, tout simplement parce que la TVA, ça peut être avantageux, encore une fois, si vos clients sont des entreprises. Alors, le profil du micro-entrepreneur, pour terminer sur cette première catégorie, c'est une activité qui a en général peu de profil. C'est un entrepreneur qui va avoir peu de volume d'activité. Ça peut être un entrepreneur qui a besoin de tester et de démarrer plutôt prudemment son projet d'entreprise. Ça peut être un entrepreneur qui priorise la simplicité avant tout et pas forcément le gain financier. La simplicité avant tout, ça c'est sûr que c'est ultra simple. Et ça peut être un jeune ou quelqu'un qui a une activité de salarié et qui va développer son activité professionnelle en mode ce qu'on appelle side project, c'est-à-dire de continuer à travailler une activité principale et de développer une activité professionnelle indépendante secondaire à côté de son activité professionnelle principale, c'est le side project. Voilà, donc le micro-entrepreneur, vous l'avez compris, le profil du micro-entrepreneur, c'est un petit entrepreneur qui démarre prudemment, doucement. Alors après, on aborde là vraiment les trois sujets EIRL, EURL, SASU, trois vrais sujets, trois profils, et vous allez voir, c'est bon pour finir, beaucoup plus simple à analyser que ce qu'on lit très souvent sur Internet. Écoutez bien. Donc EIRL, la première chose à savoir, entreprise individuelle à responsabilité limitée, c'est que contrairement à l'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, et la SASU, société par action simplifiée unipersonnelle, l'EIRL, elle n'a pas de capital social. Les deux autres ont un capital social. Ça veut dire que l'EIRL, en fait, c'est un peu comme micro-entrepreneur, c'est vous en nom propre. C'est une entreprise individuelle en nom propre, c'est-à-dire que c'est
c'est une personne, c'est comme une personne physique, c'est vous qui avez une activité professionnelle. Alors qu'avec le URL et la SASU, ça va être une entité juridique à part entière, ça va être ce qu'on appelle une personne morale, donc une autre personne que vous. Vous êtes une personne physique, une société c'est une personne morale. Donc elle a un capital social, elle a une existence et elle va fonctionner de façon plus autonome que le IRL. Votre choix, il doit être guidé par vos priorités à vous. Donc vos priorités, elles sont simples. Ça fait 20 ans que j'accompagne des entrepreneurs dans la création d'entreprise, donc on les voit ressurgir. Vous allez voir qu'il n'y en a pas 36. La première, celle que beaucoup de créateurs d'entreprises mettent en avant, c'est l'aspect financier. Dépenser le moins possible dès la création et dans le fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire choisir une structure qui va coûter pas cher. Alors vous allez voir, c'est pas la seule priorité, mais qui va coûter pas cher parce que souvent quand on crée son entreprise, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Moi, quand j'ai créé ma première entreprise, je vous dis pas en quelle année c'était dans le millénaire précédent, mais j'avais très très peu d'argent. Donc évidemment, je cherchais à compresser les coûts au maximum et j'ai fait le choix de l'entreprise qui me coûtait le moins cher. Bon, j'avais 27 ans, donc j'avais des priorités qui étaient pas mes priorités d'aujourd'hui. Quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard. Donc, la priorité de beaucoup de créateurs, c'est dépenser le moins possible en frais de fonctionnement, mais aussi en cotisation sociale et en impôt sur le revenu. La deuxième priorité, ça peut être commercial, c'est-à-dire de choisir une structure juridique qui va donner une image de vous, une certaine force, et qui va vous aider dans le développement commercial vis-à-vis de vos clients. Il y en a par exemple pour lesquels c'est important d'afficher un capital social, d'afficher une structure financière établie, d'afficher une belle adresse, d'afficher un beau site internet. Commercialement, il faut parfois en imposer un peu, surtout quand on démarre, il faut rassurer ses partenaires. Donc il y a cet enjeu-là, c'est le deuxième. Vous allez voir quelles sont les structures les mieux adaptées à ce cas-là. Le troisième enjeu, c'est ce qu'on appelle un enjeu patrimonial. Alors, l'enjeu patrimonial, c'est quoi? En fait, c'est de choisir la structure qui va vous protéger le plus et qui va défendre vos intérêts financiers, patrimoniaux, notamment à la retraite. Donc, qui va vous permettre d'avoir une bonne retraite. Alors, c'est peut-être pas votre priorité aujourd'hui, mais pour certains, en fonction de leur âge, notamment les gens qui se lancent et qui ont déjà une carrière derrière eux, donc notamment ceux qui ont plus de 40 ans en général, il y a quand même ce sujet de la retraite, c'est un sujet qui est de plus en plus important et plus on va approcher de la retraite, plus le sujet patrimonial va être un élément clé dans les critères de choix de sa structure. Le quatrième critère, c'est l'évolutivité, c'est-à-dire de prendre une structure qui permet d'évoluer dans la croissance de l'entreprise, puis d'évoluer aussi, c'est-à-dire de s'associer. Évoluer, c'est je démarre seul, puis peut-être que demain, j'aurai des associés. Si vous êtes dans ce cas-là, il faut que vous fassiez le choix, ça c'est très important, il faut faire un choix qui vous permet aujourd'hui de pouvoir vous associer demain. Très important parce qu'il y a dans les différentes formes de structures juridiques, il y en a qui ne permettront pas et vous serez bloqué dans votre siège tout seul, vous ne pourrez jamais vous associer. D'accord? Donc ça, c'est en fonction de vos priorités, vous allez voir la méthode. Je vais vous montrer un tableau qui vous permet de faire vos choix de façon très simple, très visuelle et on verra même à la fin, je vous montrerai un comparatif financier avec toutes les structures juridiques et vous verrez très exactement ce que chaque structure juridique va vous coûter ou quelle économie vous permettra de faire chacune des structures. Allez, on continue. Pour le moment, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, posez vos questions. Mais s'il n'y a pas de questions, j'y vois un bon signal. C'est que ce que je vous dis est simple et que vous comprenez. Alors, il y a deux sujets, il y a la fiscalité et la responsabilité. Souvent, les gens, mais notamment quand vous lisez sur Internet, vous voyez que ça part dans des tableaux avec des sujets de fiscalité, de régime, etc., etc. Il y a tout un jargon technique là-dessus. On parle aussi beaucoup de la responsabilité du dirigeant. Avec telle structure, vous seriez plus protégé qu'avec d'autres. Tout ça, c'est du blabla, c'est n'importe quoi. C'est des gens qui n'y connaissent rien.
Ça m'énerve, excusez-moi, ça m'énerve à chaque fois que je vois ça, parce que ça, c'était des sujets d'il y a 15 ans ou d'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y avait en effet des structures qui permettaient de payer moins d'impôts, on activait telle option, ou d'être moins exposé en termes de responsabilité. Eh bien, depuis 15 ans, quelle que soit votre structure juridique, vous pouvez opter sur des leviers de fiscalité, vous pouvez activer toutes les options de fiscalité. Donc la fiscalité n'est plus un sujet. La même chose pour ce qui concerne la responsabilité du dirigeant. Aujourd'hui, quelle que soit la structure juridique que vous choisissez, vous pouvez bénéficier d'un écran juridique, d'un écran de protection, d'un bouclier qui vous protège au cas où les choses ne se passeraient pas bien dans votre société. Donc ce ne sont plus des sujets, arrêtez de parler de ça, fiscalité, responsabilité. Hier soir encore, je voyais un support de présentation qui était présenté à des créateurs, c'était les deux premiers sujets, responsabilité limitée et fiscalité. C'est n'importe quoi. Les vrais sujets aujourd'hui, c'est la priorité financière, c'est la priorité commerciale, comment la structure peut porter votre activité, c'est le sujet patrimonial et l'évolution de la structure juridique que vous aurez choisie en fonction de la réussite de votre entreprise. On va se concentrer simplement sur ces 4 sujets et je vous promets qu'il n'y a pas besoin d'être expert comptable pour les comprendre et pour les lire. Allez, on continue, on avance. Voilà, ce que je vous disais, 3 sujets qu'on met de côté, la responsabilité, l'impôt sur la fiscalité, c'est l'impôt sur le revenu lié et l'impôt sur les sociétés, IR/IS. Dans tous les cas, vous pouvez faire ce que vous voulez, et même la TVA, l'exonération de TVA. Certains disent oui, mais il faut rester en micro parce que je veux pas payer la TVA. C'est un faux sujet. Vous pouvez ne pas payer de TVA du tout en EIRL, en EURL et en SASU, je vous le promets. Et si on vous dit le contraire, on vous ment. On continue. EIRL. Donc l'EIRL, c'est vraiment la structure simple et pas chère. Coût de constitution aujourd'hui 55 €. Il n'y a pas de capital social. Donc vous pouvez même utiliser un compte dédié qui soit pas forcément un compte bancaire professionnel. Vous pouvez utiliser un compte particulier. Le tout, c'est qu'il soit dédié. Et vous avez des charges TNS de travailleurs non salariés. Là, je jargonne un peu, vous m'excuserez, mais on ne peut pas y échapper. Charges sociales TNS qui varient entre 30% et 50% du salaire net que vous allez vous verser. Le IRL, c'est vraiment la petite solution simple et pas chère qui fonctionne bien, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc, comme son nom l'indique, vous l'avez compris, vous serez limité, vous serez protégé dans le développement et la gestion de votre entreprise. Petit tableau comparatif EIRL micro-entreprise, parce que souvent les gens les confondent et comprennent pas bien. Eh ben, la micro-entreprise, c'est comme l'EIRL à bien des égards, sauf que l'EIRL permet quelques options en plus. La première, c'est de pouvoir opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc très intéressant dans l'EIRL si vous cartonnez dans votre activité, notamment si vous avez une activité micro, vous dépassez les seuils, ben vous passez en EIRL et là, vous avez fiscalement un bouclier fiscal, c'est l'impôt sur les sociétés qui plafonne à 15% jusqu'à 38 000 € de bénéfices, donc il faut les faire. 15%, vous activez cette option, impôt sur les sociétés, et là vous plafonnez votre impôt à 15% de votre bénéfice dans le régime de la micro, de l'EIRL. Donc c'est particulièrement intéressant. Vous pouvez pas le faire en micro, donc vous pouvez éviter les 8 000 € d'impôt sur le revenu dont on parlait tout à l'heure pour un micro-entrepreneur qui travaille seul. Et bien là, vous pouvez facilement l'éviter grâce à l'EIRL. Dans l'EIRL, il n'y a aucun plafond, contrairement à la micro-entreprise, on en a parlé tout à l'heure, vous avez les chiffres sous les yeux. Les charges sociales que vous versez dans l'EIRL, ils sont plafonnés au montant de votre rémunération nette et non pas en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, si vous versez 2 000 € par mois, vous ne paierez des charges sociales que sur les 2 000 € et pas sur la totalité, évidemment, de votre chiffre d'affaires. Et puis, dans le IRL, là par contre, vous avez l'obligation d'avoir un comptable parce que il faut comment dirais-je, tenir une comptabilité. Je vais y arriver. Voilà. D'accord? Donc le IRL, c'est une très grosse micro-entreprise,
plus structuré, mais qui permet d'activer des options qui vont vous permettre de payer moins d'impôts sur les sociétés. Alors, on revient maintenant aux trois entreprises. Le URL maintenant, EI tout à l'heure, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Là, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Évidemment, c'est quand même très très français de mettre des structures comme ça hein, qui se ressemblent et qui pour finir sont assez différentes même si le nom est très proche. Donc coût de création de l'URL, vous voyez 350 €. Le URL c'était 55 €. Là les frais de greffe c'est 350 €. Là dans le URL vous allez avoir un capital social. Alors c'est pour ça que j'ai écrit rassurante et pas cher. Rassurante parce que vous allez afficher un capital social. Avec votre URL, vous allez afficher une certaine surface financière qui peut rassurer vos clients. Donc, c'est un point à noter. Évolutif, parce que puisque vous avez un capital social, ben, vous pourrez vendre vos actions, vendre vos parts sociales à un associé. Donc, vous pourrez vous associer, ce que vous ne pouvez pas faire en URL. Là, vous pourrez vous associer. Et puis, en ce qui concerne les charges sociales sur votre rémunération de dirigeant, c'est comme dans le URL, 30 à 50% du salaire net. Donc, vous le voyez, il y a le URL, c'est comme ça ressemble à l'URL, sauf que grâce au capital social, ça permet d'afficher un peu plus de solidité et puis de s'associer. On passe maintenant à la SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. Donc là, vous allez voir, c'est la structure qui est souvent la plus rassurante. Alors, on va le voir aussi, hein, je vais vous montrer les chiffres. C'est pas forcément la structure qui est la préférée des Français. Vous verrez quelle est la proportion des créateurs qui la choisissent dans quelques minutes. Mais elle est quand même, elle plaît beaucoup. Donc, pourquoi? Parce que elle est rassurante. Elle permet d'aller un peu plus loin. Par contre, elle est plus chère. Donc, le coût de constitution, c'est comme le URL. Là, il n'y a pas de différence. Le capital social, c'est comme le URL. Vous mettez le capital social que vous voulez. Il n'y a pas de capital minimum, mais ça vous permet d'afficher une assise financière et de vous associer. Et par contre, les charges sociales, on dit que les rémunérations du dirigeant sont assimilées à celles d'un salarié. Le dirigeant n'a pas le statut de salarié, il n'a pas de contrat de travail puisque c'est lui le patron, c'est lui le boss, donc il ne peut pas être en situation de subordination vis-à-vis d'un patron, mais il est assimilé salarié, c'est-à-dire que pour se payer, il va falloir qu'il se fasse un bulletin de paye et il va cotiser aux mêmes organismes sociaux que les salariés. Donc on dit assimilé salarié. Et donc, il va payer des cotisations élevées entre 70 et 80% de son salaire net, alors que tout à l'heure, vous l'avez vu, on était entre 40 et 50% pour les EIRL, EURL, les dirigeants de EIRL, EURL. Donc là, vous voyez que ça coûte beaucoup plus cher. Alors pourquoi ça coûte plus cher? Parce que on est dans un régime qui est proche de celui des salariés, et l'avantage de ça, c'est qu'on va cotiser à des organismes de retraite qui vont être plus généreux au moment où vous allez vous retrouver à la retraite. D'accord? Donc, si vous êtes plutôt jeune, c'est pas forcément votre priorité, cette histoire de retraite. Mais si vous êtes déjà un peu expérimenté, que vous avez déjà une carrière derrière vous, eh bien, ça peut être un sujet important. Donc, ça a un coût, mais ça vous permet, la SASU, elle vous permet de mieux préparer votre retraite. Petit tableau comparatif. Voilà, il est très important ce tableau parce que là-dedans, vous avez tous les éléments pour faire votre sélection en fonction de votre priorité. Si votre priorité, elle est financière, eh bien, choisissez plutôt EURL, EURL. Si votre priorité, c'est de préparer votre retraite, c'est patrimonial, ce qu'on appelle la priorité patrimoniale, préparer votre patrimoine, gérer votre patrimoine sur le long terme, eh bien, choisissez la SASU. Si vous avez votre priorité, c'est de démarrer fortement, commercialement, de mettre vraiment toutes les chances de votre côté pour décoller rapidement au niveau commercial, prenez plutôt soit le URL, soit la SASU. Et si votre volonté, si vous avez d'ores et déjà une ambition de vous associer, de faire rentrer des actionnaires, des associés, eh bien, mettez de côté le URL et privilégiez le URL, la SASU. Donc, vous voyez très bien que vous pouvez facilement faire votre choix en fonction de vos priorités. En fait, si vous décidez de vous associer, soit votre priorité est financière et vous choisissez le URL,
pour commencer, soit votre priorité elle est patrimoniale et vous choisissez la SASU. Et si vous n'avez pas envie de vous associer, et si votre priorité elle n'est pas commerciale, et si vous êtes plutôt dans une priorité qui est financière à court terme, votre choix il est clair et net et précis, c'est le URL. Alors, je précise simplement que si vous choisissez le IRL et le URL, les deux premières, vous avez la possibilité de préparer votre retraite, donc de jouer la carte patrimoniale en mettant en place ce qu'on appelle un contrat de retraite Madelin, c'est-à-dire d'aligner le montant de vos droits à retraite sur celui des salariés, donc celui dont bénéficient les dirigeants de SASU. Eh bien, vous pouvez le mettre en place en souscrivant à des contrats privés. Sachez que ça vous coûtera un peu moins cher en étant en URL ou URL qu'en dirigeant de SASU. D'accord? Donc, je le précise parce que s'il y a des conseils en gestion, des CGIP qui nous écoutent, des conseils en gestion de patrimoine, voilà, ils vous en parleront si vous les rencontrez, et s'ils me suivent, ils me le reprocheront si je n'en parle pas. Donc ça y est, j'en ai parlé, c'est important. Oui, vous pouvez en URL et URL préparer aussi votre retraite avec ces fameux contrats de retraite Madelin. Les chiffres maintenant, vous allez voir les chiffres, les statistiques, les profils des entrepreneurs dans leur choix de IRL. Alors le IRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, c'est celle qui marche le mieux. Une création d'entreprise sur 2. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les créateurs sont jeunes. Ça fonctionne que vous soyez en B2C ou en B2B, client particulier ou client pro. Ça fonctionne, ça concerne les gens qui sont seuls et qui n'ont pas envie de s'associer. Voilà, c'est 50% des créations d'entreprises. Alors, c'est pas ce qu'on vous dira partout, mais moi, je vous le dis, c'est 50%. Les chiffres sont là. D'ailleurs, je ne me fais que le relais de statistiques qui sont publiées sur le site de l'INSEE. 50% des entreprises sont créées sous forme de IRL, principalement pour des raisons de coût. 27% ensuite, quand on regarde les sociétés, des entreprises qui se lancent seules, 27% sont des EURL. Donc, on a des profils variés, hein, commerçants, artisans, entreprises de services. Pourquoi? Parce que ça permet de s'associer, 27%. Et les SASU, logiquement, arrivent en troisième position parce que c'est un peu comme le URL, ça a les mêmes avantages, mais on l'a vu, ça coûte plus cher de se rémunérer. Donc, les gens, vraisemblablement, vous privilégiez plus facilement le URL que la SASU. La SASU, ça va être plutôt des profils anciens cadres dirigeants, anciens cadres, tout simple, ou dirigeants d'entreprises qui ont de l'expérience derrière eux. Ils choisissent la SASU parce qu'ils commencent à préparer leur retraite. Alors, il y a un autre cas qui pousse la SASU, d'après moi même, qui gonfle les chiffres de la SASU, parce que la SASU, 23%, c'est quand même beaucoup par rapport à l'URL. C'est le cas des chômeurs créateurs d'entreprise. Le cas des chômeurs créateurs d'entreprise, des gens qui sont inscrits au Pôle emploi, eh bien, ils ont la possibilité, même le Pôle emploi en parle, hein, donc les conseillers en parlent et le conseillent aux personnes qui sont inscrites au Pôle emploi, créer une SASU pour lancer votre activité. Si vous vous rémunérez, on déduira du montant de votre allocation mensuelle une partie de la rémunération que vous versez. Et si vous ne vous rémunérez pas, eh bien, dans ce cas-là, on continuera à vous verser 100% de l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi, et vous mettez de côté les revenus que vous tirez de votre activité professionnelle en les mettant dans la SASU. Voilà, en mettant dans la SASU, vous verrouillez ces revenus. On ne les voit pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'inscrits au Pôle emploi, créateurs d'entreprises, qui choisissent de créer leur entreprise SASU, tout en restant inscrits au Pôle emploi. C'est tout à fait légal. Qui se versent ou ne se versent pas de dividendes et qui, à l'issue de la période des ARE, décident de se transformer en EURL ou de rester en SASU. Pourquoi? Tout simplement parce que en EURL, ils paieront moins de cotisations sociales, ou de rester en SASU parce que le statut leur convient. On peut transformer assez facilement une SASU en EURL et une EURL en SASU. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est transformer une EIRL
I comme impossible. Voilà, c'est impossible de transformer une EIRL en EURL ou une IRL en SASU. C'est pas totalement impossible, mais c'est très coûteux et c'est très compliqué. D'accord? Donc, voilà une des raisons pour lesquelles je pense le statut de SAS, SASU fonctionne bien. C'est parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont inscrites au Pôle emploi qui décident d'activer ce montage, de mettre en place ce montage pour toucher sur deux tableaux. Dernier point sur le portage salarial. Oui, vous pouvez, si vous avez un projet de création d'entreprise, choisir un peu la solution de luxe. Alors, on a mis une voiture que vous reconnaissez tous, c'est la Tesla. C'est vraiment la solution moderne, mais très, très coûteuse. L'énorme avantage du portage salarial, c'est que vous allez cotiser au chômage, que vous allez continuer à faire tourner l'assurance chômage, donc vous êtes extrêmement protégé. La simplicité, puisque avec le système du portage salarial, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous demandez à une entreprise dont c'est le métier de facturer vos services à votre client. Donc ça marche si votre activité est une activité de service auprès d'entreprises, principalement. Mais pas de particuliers. Donc, vous demandez à cette entreprise de portage salarial de facturer pour vous vos prestations tous les mois à votre client ou à vos clients. Cette entreprise, elle émet les factures, elle se fait payer par vos clients et elle vous reverse votre rémunération sous forme de salaire. Donc vous êtes salarié de cette société de portage qui facture vos prestations et qui, à ce titre-là, va se prendre une rémunération qui est en général une rémunération d'à peu près 10% du montant de la facturation, 8%, 10%, 12%, ça dépend des montants, qui va se rémunérer sur votre chiffre d'affaires, moyennant quoi elle prend à sa charge toute cette partie back-office, toute cette partie administrative. Elle vous évite même d'avoir les factures à émettre, elle vous évite d'appeler les clients pour vous faire payer, elle s'occupe de la relance, elle vous évite de tenir une comptabilité, elle vous évite de créer une entreprise. Vous êtes salarié. Et donc, à ce titre-là, vous bénéficiez du Pôle emploi. Donc, c'est une façon de lancer une activité sans trop se mouiller. C'est une solution hybride qui est très coûteuse parce que cette société de portage vous prend 10%, parce que les taux de charges sociales vont être encore plus élevés que dans la SASU, puisque dans la SASU, le dirigeant de SASU ne cotise pas au Pôle emploi, alors que là, en tant que salarié de l'entreprise, vous allez cotiser au Pôle emploi, donc on a à peu près 7-8% de cotisation en plus, donc c'est très coûteux, mais ça peut correspondre, ça marche bien même, donc ça correspond aux besoins de certains entrepreneurs qui ne veulent pas s'embêter avec la paperasse et peut-être aussi qui souhaitent retourner éventuellement dans des entreprises, dans le privé, dans le public, enfin peu importe, qui souhaitent redevenir salariés. Donc ça peut être une phase de test, un peu comme la micro-entreprise, mais format plutôt cadre supérieur et avec un coût qui est très nettement supérieur. Voilà, c'est le portage salarial. Le tableau comparatif, ce tableau, même chose, vous le trouverez nulle part ailleurs. C'est un tableau que j'ai mis en place avec mon équipe et dont je suis vraiment très très content, très très fier parce que il résume très bien les enjeux. Micro-entreprise, vous facturez 10 000 euros. Donc on se met dans un cas simple, 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous payez 2 200 euros de charges sociales. On met l'impôt sur le revenu de côté pour le moment. Reste avant impôt sur le revenu, 7 800 euros. EURL, EIRL, on l'a vu, les coûts sont les mêmes. Vous allez avoir 100 euros par mois, on se situe par mois là, hein, pour simplifier, 100 euros par mois d'honoraires et de coûts de fonctionnement. Des charges sociales, à peu près 2 900 euros. Il vous reste 7 000 euros dans la poche. Donc, c'est un peu moins intéressant, vous voyez, que la micro-entreprise. La SASU, même chiffre d'affaires, 10 000, même coût que le URL, le IRL, 100 euros par mois. Et les charges sociales, par contre, plus important, on l'a vu, 4 200 euros. Il vous reste 5 700 euros. Et le portage salarial, la solution de luxe, VIP, j'allais dire, 10 000 euros. 1 000 euros de coût
Alors, il n'y a pas de comptabilité, mais c'est les honoraires de la société de portage. 4 100 euros de charges sociales, 4 900 euros net dans la poche. Vous le voyez, là, vous avez les éléments financiers, vous pouvez comparer, vous pouvez faire votre choix. Avec ce tableau, je suis certain de toucher 95% des entrepreneurs. Vous êtes forcément dans un de ces 4 cas-là. Donc, votre choix, il n'est pas forcément financier. Hein. On l'a vu tout à l'heure, mais dans 80% des cas, il est malgré tout, la finance, en tous les cas, est un point important. Voilà, vous avez les chiffres.